qu'on démarre par une petite présentation rapide de la société, de ce que l'on fait, mais vraiment rapide, parce qu'on n'est pas là pour s'épancher sur l'ensemble des activités de Data Shooting, mais au moins que vous ayez une idée de notre positionnement et des sujets qu'on peut couvrir. Dany, tu veux peut-être le faire ou je le fais? Non, mais je vais. Allez, bon, je prends la suite. Donc j'en parlais un petit peu avec vous tout à l'heure. En fait, notre vocation, au-delà d'être un cabinet de conseil, donc on n'est pas là que pour faire des jolis PowerPoint chez nos clients, on est aussi là pour les aider à structurer cette démarche data. Et on veut vraiment les accompagner jusqu'à la réalisation, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une réflexion amont, stratégique, embarquer les cotiers, les personnes qui sont sensibles à l'usage des données dans l'entreprise, donc construire cette vision, cette stratégie data, jusqu'à les amener à réaliser typiquement on parle de la BI, donc réaliser les tableaux de bord qui vont permettre au métier de mieux piloter leur activité ou au comité de direction de mieux piloter son activité, les aider à centraliser ces données s'ils sont dispersés dans différents départements au travers différents logiciels, mais également les accompagner tout au long de cette maturité jusqu'à la prise en charge de sujets qui nécessitent des compétences en data science. Donc, par exemple, on accompagne des clients sur la prédiction des ventes, la prédiction des appels téléphoniques, donc on travaille sur ce type de sujet. Et bien entendu, comme le nerf de la guerre, c'est l'humain, dans toutes les entreprises, on les accompagne sur l'acculturation. Donc on a aussi des formations dédiées au métier, que ce soit le Chief Data Officer qui vient de prendre son poste et qui a besoin de monter en compétences aussi pour pouvoir parler à la SI, au CODIR, etc. Et donc de monter sur ces sujets de gouvernance des données, par exemple. Mais également les équipes qui vont être confrontées à la mise en place d'un outil comme Power BI. Voilà, savoir comment je vais utiliser Power BI, savoir comment je vais l'alimenter, comment construire mes jeux de données. Et donc là, on a monté une suite de formations. Et on travaille de plus en plus sur l'accompagnement de la culturation au travers d'interventions qu'on peut faire de ce type. Animation d'ateliers qu'on peut faire soit avec plusieurs clients, soit chez nos propres clients qui souhaitent le partager avec leurs collaborateurs. Alors, voilà, pour synthétiser, du conseil, de la réalisation, de la formation et de l'exploitation, puisque chez un certain nombre de clients, ils ont besoin d'un suivi dans la durée, j'allais dire, pour assurer la performance des outils qui ont été déployés. Donc quand je parle d'outils, nous, on n'est pas des fabricants d'outils, on n'est pas des éditeurs, on s'appuie sur des éditeurs du marché. Par contre, on va aider nos clients à faire du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on va s'adapter à chaque contexte client, que ce soit le contexte humain, le contexte technologique, la maturité de nos clients, pour construire avec eux ce qui va être leur futur socle data et leur futur outil d'aide à la décision ou d'exploitation des données. Et ce soir, je donnerai la main à Rémi, donc t'inquiète pas, je vais être redonné, pour introduire le sujet de la gouvernance des données. Merci Gaël. Oui, donc on vous a fait venir ce soir pour parler de gouvernance de données, donc on va directement aborder ce sujet-là. Mais pourquoi est-ce qu'on a choisi d'abord ce thème-là? Pour ceux qui connaissent Data Shooting, vous le savez déjà, pour d'autres vous ne le savez pas, en tout cas on est également les créateurs de l'Observatoire de la maturité data des entreprises. Qu'est-ce que c'est que cet observatoire-là? C'est une enquête nationale qui permet d'évaluer à chaque entreprise sa maturité data. Donc sa maturité data, ça veut dire quoi? En fait, c'est un questionnaire gratuit auquel chaque entreprise peut répondre. Et il s'attache sur 5 piliers: son potentiel data, sa stratégie data, son organisation, ses compétences data et sa culture data. Et ça permet de se situer sur un radar et de voir où est-ce qu'on a des axes de progrès dans notre trajectoire data. Au-delà de ça, c'est un autre intérêt pour nous, c'est que ça nous permet d'avoir un état des lieux, une tendance des marchés, des évolutions du marché autour de la data auprès des PME et des ETI. Ce qui n'est pas forcément facile à trouver puisqu'on entend beaucoup parler des grands groupes dans les réseaux sociaux, etc. Mais la tendance de fond des PME ETI est un peu différente. Et donc pour nous, c'est un outil hyper important. On était sur la 4e édition, donc on a commencé en 2020. On a 15 partenaires publics et privés, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul à le faire, on est effectivement les leaders, mais voilà, on travaille en collectif. Et cette année, on a eu 290 répondants, donc c'est une enquête qui permet quand même d'avoir des chiffres qui sont représentatifs et beaucoup de dirigeants justement de PME. Quels sont les résultats de cette enquête-là? Qu'est-ce qui nous a marqué? Pourquoi est-ce qu'on veut parler de gouvernance de données? Déjà des chiffres hyper encourageants. 24% des entreprises se disent en capacité d'exploiter correctement leurs données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 24% des entreprises disent bah, moi la data c'est bon, je connais, je sais faire. Et c'est hyper encourageant parce que c'est plus 26% par rapport à notre précédente enquête.
Donc on sent vraiment qu'il y a énormément de projets data qui ont été lancés en un an et qui ont abouti, surtout des succès qui ont été aboutis. Donc il y a quelque chose d'hyper encourageant, mais le pendant de ça, c'est que des entreprises, 48% des entreprises déclarent avoir un faible niveau de connaissance data. Et là aussi, c'est une chute de 22%. Donc ça veut dire que le sujet, il y a eu beaucoup de communication faite. Et il y a aussi des dispositifs. Donc là, on voit par exemple un Diag Data, donc des financements BPI qui ont été proposés, des accompagnements de la région Île-de-France, qui ont porté leurs fruits et qui donnent une acculturation et une montée dans la data des entreprises. Qu'est-ce qui a été déployé? De la business intelligence. 39% des entreprises, c'est 86% de plus. Donc ça, c'est le constat, de plus en plus de projets data, de plus en plus de déploiements, mais quand même des écueils et quand même des choses qui nous font dire, ben voilà, il faut parler gouvernance data. 50% des entreprises n'assurent pas de qualité de leurs données. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la gouvernance data vise à assurer la data quality. Et donc c'est une préoccupation quand même, c'est quelque chose qui est fondamental et qui n'est pas traité. Et enfin, un chiffre hyper étonnant, enfin moi qui m'a beaucoup étonné quand je l'ai vu, mais en tout cas qui est marquant, c'est que 29% des entreprises déclarent veiller à l'éthique de leurs données. Alors, l'éthique, on parle de quoi? Effectivement, on parle de RGPD, on parle de Data Act, mais finalement, ça c'est même pas de l'éthique, c'est plus de la loi. Mais ça veut dire qu'en tout cas, il y a une préoccupation, que ce soit RSE, qu'elles soient des entreprises, sur leurs données. Et pour asseoir cette préoccupation, il faut forcément avoir une gouvernance et savoir ce qu'on en fait. Donc, pour ces chiffres-là, on a choisi de parler de gouvernance data. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir en ambiance où vous en êtes. C'est des slides marques. Un échec. Ça pile, comme dans C'est la pile, je pense, c'est le slide qui est mort. Et voilà. Alors le but du jeu là, c'est que chacun puisse scanner avec son portable le petit QR code qu'on a dans l'assemblée et de voir, pour les entreprises qu'on a ici, finalement, où vous vous situez. Ce qui nous permettra en plus d'adapter un peu le discours et de voir où vous en êtes. Et on verra les résultats normalement en direct en fonction de ce que vous répondez. Je me pousse un peu. Si vous n'avez pas scanné d'ici, quel code? Donc il y aura trois questions assez basiques sur la gouvernance data. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas fait des choses compliquées là-dessus. Mais déjà, y a-t-il une stratégie data établie dans votre entreprise? En back-office, on a bien tous les noms des personnes qui répondent. Ouais, t'inquiète. C'est la data. C'est bon pour tout le monde. Donc on voit qu'on a quand même une audience qui est mature sur la data. Qui est mature, ou en tout cas qui a établi une stratégie data, ce qui est possible. Alors soit avec le soutien de la direction générale, soit directement intégré, soit il manque de budget. Ça change. Je me suis avancé. Ouais. On va attendre la fin de la course. 15 parties. Bon, c'est hétérogène. On a une audience qui est relativement partagée entre des personnes qui sont très matures et des personnes qui sont plus en phase exploratoire. En tout cas, si vous êtes là, c'est une préoccupation au moins, ce qui est toujours intéressant à savoir. C'est rare, 27% avec une stratégie data claire et alignée avec le soutien de la direction générale. Félicitations. Bon, après, l'auditoire a pas sélectionné. Deuxième question, les collaborateurs accèdent facilement aux données? Je suis désolé, je vais pas en mettre là. La dernière question était éliminatoire, c'est ça? Oui. On peut perdre la moitié de l'audience sur la dernière.
je suis assez comme ça. Alors, en fait, j'ai le nombre de participants en plus. Ah, On va voir après, c'est bien fait. Bon, pour l'instant, le PDF et l'emailing a quand même encore de beaux jours devant lui. Tout le monde n'a pas découvert BI ou des outils BI. Il y a encore quand même des réponses assez hétérogènes. Ce qui est marrant, c'est qu'on a quand même des accès limités ou via des rapports, etc. Mais on a une audience mature dans la data, enfin, qui a une stratégie data, c'est quand même. Il y a la stratégie, il y a des choses à construire. Ouais. Il y a la stratégie, mais visiblement, il y a une mise en œuvre qui est en cours. C'est ça. Allez, la dernière question. C'est, on l'a vu tout à l'heure, est-ce que chez vous on parle de qualité de la donnée? Là, faut prendre une photo là. On était à 100%, c'était efficace. J'aime beaucoup la réponse, Lucas. Allez, donc finalement là c'est un sujet qui est quand même pas encore très abordé. C'est bien ce qu'on voyait dans le questionnaire, en tout cas ça reflète bien ce qu'on a vu dans l'enquête. C'est un sujet qui reste à construire, la qualité des données. Ok, donc ça c'est. J'étais forcément obligé d'en parler, donc je dis que j'en parle pas, mais je vais en parler un peu. Pourquoi je suis obligé d'en parler de data mesh et qu'est-ce que c'est? Alors je ne sais pas si tout le monde connaît déjà. Mais en tout cas, c'est le buzzword actuel, on le voit partout, sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, ou également au salon Big Data, c'était vraiment le sujet central, le data mesh. C'est un concept en fait, le data mesh. Effectivement, quand on parle de data gouvernance, on parle de data mesh, mais c'est un concept de data gouvernance. Qu'est-ce qu'il dit ce concept-là? Il prône une approche fédérée. Chaque métier est autonome, il est lui-même producteur de sa donnée et il est lui-même en charge de centraliser sa donnée. Donc c'est un concept organisationnel et c'est un concept architectural derrière. Architectural au centre de données, donc ça veut dire qu'il y a des outils qui doivent permettre le data mesh, qui doivent permettre cette évolution. Tout de même, pourquoi je dis que nous n'en parlons pas, même si je viens d'en parler? Parce que, comme tout concept, ça a peu de réalité tangible sur le terrain, a fortiori sur des PME-ETI. Chaque entreprise doit avoir sa propre organisation, sa propre évolution dans la data, parce que chaque entreprise a sa propre culture. Tous les métiers ne sont pas familiers avec l'usage de la data, etc. Et parfois, il y a besoin d'une entité centrale qui va pousser, qui va être motrice. Ou bien parce qu'il y a aussi une différence de maturité, donc il y a une culture, et une maturité qui est différente en fonction des entreprises. Et c'est cette maturité qui peut nous permettre parfois, une fois que tout le monde sait utiliser la data, sait utiliser les outils, d'aller vers de la fédération. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est d'emblée donné. Et donc, il faut reprendre les bases et se demander déjà, au lieu de parler d'un concept de data gouvernance, qu'est-ce que la data gouvernance? Et pour avoir cette approche pragmatique, en fait, on l'a découpé en 5 axes, la data gouvernance, et c'est de ça qu'on va parler avec nos invités. C'est-à-dire c'est sur ces 5 questions qu'on va les aborder, qu'on va les interroger, et que l'on va voir justement comment elles ont développé. Donc parler de data gouvernance, c'est forcément de parler de ce qu'on a dit au début du questionnaire de stratégie data. Donc la stratégie data, c'est effectivement, par rapport à ma stratégie d'entreprise, qu'est-ce que je veux faire de la data, mais pas que. C'est-à-dire que c'est je recueille mes cas d'usage et qu'est-ce que je veux en faire. Mais au-delà des cas d'usage, c'est quels moyens je mets en face. Parce que la data, ça nécessite des moyens financiers importants souvent. Donc quels moyens je mets en face de ma stratégie data et quelle organisation. Donc ça, c'est un des premiers volets qu'on souhaite aborder, l'organisation et les moyens.
Le deuxième volet, qui n'est pas le plus fun, mais qui est indispensable, c'est la documentation et la normalisation. La data, il peut y en avoir partout, les systèmes opérationnels, il y en a des tonnes. Et donc, il s'agit, pour que chacun puisse y accéder, qu'il y ait des normes de la documentation. Comment est-ce qu'on gère ça? Donc, pour les habitués qui savaient ce qu'était le data mesh, on parle de catalogue de données. La qualité de la donnée. Donc, la qualité de la donnée, je l'ai abordé tout à l'heure, je n'en reparle pas, mais en tout cas, c'est un des rôles de la data gouvernance, c'est assurer que quand on fait une restitution, on assure une qualité conforme et on l'étiquette, cette qualité. Pourquoi? Parce que donner un chiffre faux au COMEX, ça ne fait pas sérieux. La culture data. Alors, on a appelé ça comme ça, la culture data au sens large, mais de quoi on parle? Un projet data, c'est un projet comme un autre, et donc on parle de change, forcément. Quand j'ai développé mon Power BI, comment j'aide les métiers à s'approprier ce Power BI-là? On parle également, au-delà de change, on va parler de connaissance, de ce qu'on peut faire, de comment est-ce qu'on prend des décisions. Et on va parler d'évaluation également dans la culture data. Et enfin, la sécurité et la conformité, donc là on en a parlé tout à l'heure, RGPD, Data Act. Mais au-delà de ça, éthique, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire de ma data, comment l'aborder, etc. Donc ce sont ces 5 piliers qui sont les piliers de la data gouvernance. Et donc je laisse la place à la table ronde. Donc merci à toutes les trois d'être venus. Je vais commencer par un exercice tout simple, c'est de vous inviter à vous présenter. Je vais commencer par Isabelle. Donc quand vous vous présentez, ce qui serait bien, c'est de savoir un petit peu qui vous êtes, certes, mais aussi dans quelle entreprise vous travaillez. Et puis vous expliquer ce sujet data, mais déjà qui vous êtes et dans quelle entreprise vous travaillez. Bonsoir, donc moi je m'appelle Isabelle Conso, je travaille chez Axence. C'est une entreprise dans le secteur de l'énergie. En fait, on est une filiale de historiquement l'Institut français du pétrole. Et donc, voilà, on vend des licences, des catalyseurs, des produits. Donc, rien à voir avec des sujets en lien avec le digital, 40% de nos produits. Et donc, voilà, donc moi je m'occupe de l'innovation digitale. C'est une entité qui a été créée il y a un an et demi. Et donc, dans les sujets, dans la vision, forcément, la gouvernance de la donnée est hyper importante. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à travailler avec la data science. Bonjour à tous, Valérie Agusa. Alors moi, je travaille pour le groupe TF1. Je n'ai pas besoin, je pense, d'expliquer, tout le monde connaît TF1. Donc, responsable de l'équipe BI. Je ne gère pas toute la data, donc vraiment spécialisée dans la BI. On a plusieurs équipes data dans le groupe, d'où la complexité. Une équipe data hub, une équipe data tech et l'équipe BI. Donc je suis responsable. Donc pareil, beaucoup d'enjeux de gouvernance, de data quality, de modernisation, enfin tout autour de la data. Pas de sujet à partager par là. Énormément. Bonsoir, moi je suis Véronique Vallot, je suis Chief Data Officer chez EDP. Donc nous, EDP, on est un éditeur de logiciels de gestion. Donc on fait des comptables, gestion commerciale, on fait de la facturation et on s'adresse principalement aux PME françaises et un petit peu au niveau européen également. Pas mal de sujets aussi de gouvernance de data, puisque étant éditeur logiciel, on génère beaucoup de données chez nos clients, on a beaucoup de logs d'utilisation, d'appels, téléphoniques, pas mal de données. Véronique, je vais t'inviter à enchaîner. Du coup, toi, si tu devais définir la maturité de ton entreprise en termes d'exploitation des données, comment tu la définirais aujourd'hui? Alors, je dirais qu'on a atteint un certain niveau de maturité, puisque nous, on s'est lancé dans les projets data, on a créé un infocentre et puis un pôle data en 2019. Donc, on a un certain niveau de maturité. Aujourd'hui, on exploite une bonne partie des données qu'on a à la maison, donc les données des logs d'utilisation, des appels de téléphonie, que ce soit au niveau de l'assistance technique, du commerce, on suit des ticketing, on suit évidemment du chiffre d'affaires. Enfin, on a créé pas mal d'outils de pilotage, que ce soit pour le comité de direction, pour piloter l'activité, mais aussi pour les chefs de service, pour suivre l'activité, soit de leurs commerciaux, soit de leurs techniciens, également pour marketing, pour être capable de dire tiens, est-ce que mon produit marche? S'il marche, qu'est-ce qui fait qu'il marche? Qu'est-ce qui ne va pas? Sur quel canal ça pêche? Très clair. De côté TF1, alors du coup, quand je dis TF1, tu représentes la partie JPUB, c'est ça? Tout. Alors voilà, ouais, c'est tout l'enjeu, on est transverse à tout le groupe. Donc on travaille aussi bien avec la régie pub, c'est notre principal client, forcément
et qu'il y a des données d'audience, de chiffre d'affaires, c'est le nerf de la guerre. Donc si aujourd'hui, on va dire 80% de budget effectif de l'équipe qui travaille sur la régie pub, mais on travaille aussi bien avec l'antenne, les news, les directions financières, RH, on est vraiment transverse. Et donc du coup, la maturité, elle est, on va dire, variable suivant les services, mais je vais prendre l'exemple de la régie pub. Aujourd'hui, je dirais qu'on a une très bonne maturité parce que nous, le premier infocentre, il a été construit, avant j'arrive, c'était en 2010, donc il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. On a des utilisateurs qui sont très au fait de la data, qui l'utilisent, qui exploitent les données eux-mêmes, qui trifouillent, qui font leur tableau de bord, on appelle les super utilisateurs. Le COMEX, les commerciaux qui suivent régulièrement leurs chiffres via les tableaux de bord qu'on leur fournit. Donc voilà, aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a Business Object qui est un vieil outil mais qui est implanté depuis très longtemps chez TF1. On a plus de 550 utilisateurs. Donc voilà, la data elle est au cœur des enjeux et on le voit rien que sur la taille de l'équipe. Quand j'ai repris l'équipe en 2019, on était 5. Aujourd'hui, on est plus d'une trentaine. Donc il y a une vraie stratégie data. C'est structuré, ça s'est développé. On reviendra sur la structuration. Voilà. Dans une prochaine question. Merci. Isabelle? Au niveau de la maturité, la data c'est quand même plus récent. On est plus sur des informations qui sont dans des un peu silotées en fait, dans des outils métiers. La BI après ça dépend en fait des entités. Tu parles de la maturité qui est vraiment très différente. Nous sur les entités commerciales, il y a peut-être un petit peu plus de maturité que dans les entités. Puisque voilà, l'utilisation des données, ou par exemple pour le marketing, avec le web, en fait, les connexions sur internet, etc. Il y a un petit peu de suivi là-dessus. Mais ça me fait rêver, hein, TF1, le COMEX et tout, qui suit les tableaux en direct, non, on est pas mal. Au début, mais voilà. Oui, on démarre. Alors, on n'est pas en retard, mais l'idée de ce premier raccourci. C'est intéressant. Moi, j'avais peut-être un sujet un peu plus spécifique de votre côté. Qu'en est-il des usines en termes de maturité? Au niveau des usines, historiquement, il y a vraiment une peur en fait, de la fuite des données. Donc, globalement, nous, les usines, à chaque fois, les données, elles restaient vraiment très, très fermées en fait, sur elles-mêmes, avec ça. Et donc là, il y a eu vraiment un gros travail d'acculturation et puis aussi de montrer qu'on pouvait mettre en place des outils qui permettaient l'échange des données sans mettre à mal toute la structure. Si, alors du coup, je vais revenir un peu sur la structuration. Vous avez, alors, Véronique, toi tu parlais d'avoir créé un pôle data, on entend parler de pôle data aussi, enfin, un pôle BI, après ça dépend des spécificités. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ou nous partager comment est construit ce pôle data et comment vous interagissez entre la SI, les métiers, comment tout ça se construit? Je commence. Alors nous, comme on est structuré, sur les trentaines de personnes, on a une dizaine de product owners qui sont spécialisés par domaine, qui travaillent sur la publicité, le RH, la finance, qui ont vraiment leur spécificité parce qu'on est très proche du métier. Donc, voilà. Et on a un pool de développeurs. Certains sont spécialisés sur les domaines, sur les technos aussi, les développeurs front, data 1, voilà. Et qui peuvent être des devs qu'on appelle volants, qui peuvent passer d'un périmètre à l'autre justement pour qu'on puisse anticiper ou prévoir des baisses de charges sur un domaine, qu'on puisse les répercuter sur d'autres où il y a plus de charges. Donc voilà, on est organisé comme ça. Donc, des PO qui ont une technicité, qui sont technico-fonctionnelles, parce qu'on est en direct avec les métiers. Il n'y a qu'un périmètre sur la finance où on a une MOA, et sinon on n'a plus de MOA, nos PO sont en direct avec les métiers pour échanger voilà, sur leurs besoins, leurs demandes. C'est toute la complexité aussi. D'avoir les métiers directement, c'est pas simple. Et surtout qu'on a aussi, on va dire, du fait que l'équipe grossit très vite, on a un ratio interne-externe qui est très faible. Sur les 30 personnes, on est 6 internes. Tout le reste sont des prestataires. Donc
aussi très compliqué à gérer. On reviendra sur justement comment on fait pour garder les connaissances dans ces cas-là. Mais ça, on y reviendra sur la question. Alors nous, c'est un petit peu tout le contraire, on va dire. Donc nous, on a 10 personnes au pôle data, que de l'interne. Moi aussi, ça me fait rêver le super utilisateur, parce qu'on n'est pas encore là. Alors le codir aussi, le codir est un super utilisateur. Mais donc nous, on a vraiment eu le souhait, parce qu'avant, chacun avait un peu ses petits tableaux, etc. Comme pour toi, hein, avec ces petits tableaux, je ne sais pas si j'ai bien le micro, vous m'entendez? Chacun avec ses petits tableaux Excel dans son coin. Et donc là, l'idée, ça a été de tout centraliser. Donc moi, j'ai 2 data engineers qui vont aller récupérer les données dans les outils qui vont bien en fonction des besoins clients. J'ai 3 data analystes qui vont, eux, travailler tous les jours avec les métiers. Mais ce que je fais aussi, c'est qu'on embarque les data engineers parce que c'est mon expérience, je suis convaincue que quand tu comprends pourquoi tu fais les choses, qui va s'en servir, dans quel but, tu fais beaucoup mieux les choses. Et on a un data scientist juste depuis cette année, alors que je vous l'ai dit, on a monté le pôle data en janvier 2020, on a commencé à travailler en 2019. Et donc nous, c'est vraiment, on est en méthode agile, on va faire des ateliers, on va essayer de comprendre les besoins, se dire ok, est-ce qu'on a la donnée, est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'il faut la récupérer, auprès de qui on peut la récupérer. Donc après, dans ces cas-là, on va effectivement interagir avec les équipes IT pour avoir les bonnes API mises à dispo pour récupérer les données. Et c'est vrai qu'on se forme quand même un peu sur les métiers, les différents métiers. J'ai pas mal de gens dans mon équipe qui sont issus du métier, qui ont une formation data a posteriori. Parce que pour moi c'était le nerf de la guerre de bien comprendre, parce qu'on avait eu des essais de BI, on a vu des essais de BI purement tech et où à la fin, les métiers ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire avec les tableaux qu'on leur a mis à dispo, ça leur parle pas, ça leur sert pas, donc on a vraiment pris le problème à l'envers, une partie du métier, et on a greffé la compétence technique a posteriori. Juste pour rebondir, je sais qu'il y avait un data scientist qui était rentré il n'y a pas si longtemps. La phrase, tu le dis souvent, ça ne sert à rien d'embaucher un data scientist trop tôt. Du coup, c'est quand il faut embaucher le data scientist? Alors, pour moi, il faut déjà, faut vraiment être capable de définir quelles sont mes pierres précieuses, qu'est-ce qui est vital pour mon entreprise. Et une fois que j'ai répondu aux questions vitales, je sais suivre mon chiffre d'affaires, je sais suivre mon business, je sais suivre mes appels entrants. Voilà. Là, je vais me questionner sur, ok, est-ce que j'ai besoin, nous au départ, quand on avait besoin d'un data scientist, on passait avec data shooting. Parce que ponctuellement, j'avais besoin de faire des de monter un algo pour prédire les appels à l'assistance téléphonique. Parce qu'évidemment, les clients, quand on fait de la paye, il y a des modifications en janvier qui font qu'il y a la DSL, etc. Donc là, tout le monde va nous appeler en même temps. Donc il faut qu'on sache vraiment monitorer. Puis les gens, le gouvernement met des deadlines, on ne peut pas se dire c'est pas grave, on vous répondra dans 3 semaines. Donc là, on a eu besoin. Et il ne faut pas se précipiter dès qu'on a un besoin. Moi, mon conseil, c'est de faire appel à un spécialiste. C'est quand vous commencez à vraiment vouloir vous-même vous en servir régulièrement, où là, il faut se dire, ok, là, je peux embaucher un data scientist, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le data scientist. Il a besoin d'avoir de la data. Donc, si vous n'avez pas d'infocentre, si vos données sont éparpillées partout, votre data scientist, il sera là, mais il n'aura rien à faire. Il faut qu'il ait de la matière pour travailler. Il n'y a pas 3 données, il faut qu'il en ait beaucoup. Donc il faut vraiment, pour moi, attendre d'avoir une certaine maturité, d'avoir déjà réglé tous les cas qui sont vitaux pour l'entreprise, avant de se dire, ok, parce que moi aussi, quand j'ai monté le pôle data, on m'a dit, faire de la reconnaissance vocale. Oui, peut-être pas. On va déjà prédire le chiffre d'affaires, on va prédire les appels entrants, puis voilà. Donc c'est vraiment partir du basique. Nous, dans mon équipe, j'ai aussi des data scientists. Donc, je n'ai pas l'impression d'être au même niveau en fait, de maturité. Moi, la data science, en fait, on parlait des usines. Donc là, c'est vrai qu'au niveau des usines, on arrive à collecter énormément de données. Donc, pour nous, la data science, pour le moment, elle est vraiment sur les usines et comment on fait pour améliorer. Voilà, exactement, parce que j'ai un périmètre fermé. Après, c'est vrai que quand je vous entends parler des données, les données commerciales, les appels et tout, nous, on n'est pas. C'est pas les plus en retard sur les données commerciales, mais on n'a pas notre niveau encore de maturité. Et pour revenir en fait par rapport à la structure, donc dans mon équipe, il y a des data analysts, data scientists, il y a Clotilde qui est ici, qui s'occupe du data studio, qui s'occupe de la mise en place de la gouvernance de la donnée chez Axence. Et puis on a une forte relation en fait, avec l'IT.
puisque c'est plutôt côté IT qu'on a la mise en place du Data Hub. Et donc l'équipe travaille main dans la main, je dirais, avec l'IT là-dessus. Et côté IT, il y a aussi la volonté de mettre en place, d'avoir des gens externes ou internes, je ne sais pas encore, il faut encore décider, pour faire l'expertise en fait, pour aider sur la mise en place de Power BI d'un point de vue technique. Nous, côté innovation digitale, côté outil, il y a tout le volet changement humain, etc., qui va être plutôt géré par nous. Très clair. Du coup, je vais revenir sur on parlait du CODIR, la culturation du CODIR. Il y a assez souvent cette notion de sponsorship du projet data, des moyens qu'on va donner, et surtout de la vision qu'on va donner, parce que là, on parle de plein de choses qui se mettent en œuvre, mais après, il y a quand même des métiers qui continuent à faire des choses dans leur coin. Et du coup, quelle est l'importance pour vous du sponsorship du comité de direction, les moyens qu'on vous donne pour justement embarquer tout le monde, essayer de fédérer le maximum de monde dans cette stratégie que vous avez mise en œuvre autour de la donnée? Isabelle, peut-être. Elle est dure cette question. Disons, personnellement, en fait, avec le responsable de l'IT, on a un comité digit. Donc on va voir régulièrement le COMEX pour faire la culturation. Tout ce qui est la vision digitale, je ne dirais pas que c'est du top-down pour l'instant. C'est plutôt nous qui portons le sujet et qui cultivons le COMEX à ce qu'on voit comme étant le chemin qu'on doit prendre. C'est plutôt dans ce sens-là. Après, je ne vais pas me plaindre quand, niveau moyen, par rapport à la taille de l'Axence, on a mis une belle équipe. Donc ça veut dire qu'ils y croient quand même. Tu peux rappeler la taille de l'équipe peut-être? En fait, on est 18. Donc par rapport à Axence, qui est une ETI, c'est pas mal. Alors évidemment, par rapport à TF1, quand on entend 30 personnes sur des BI, on n'y est pas non plus. Mais voilà, c'est ça, c'est pas la même taille. Alors nous, pareil, la culturation, sur nos ambitions, notre vision de la BI, c'est nous qui poussons les sujets, donc clairement, de toute façon, c'est à nous de voir comment on voit la data. Les métiers sont très impliqués, on a des sponsors métiers, sur chaque domaine. On les voit toutes les semaines, on réfléchit à la stratégie ensemble. Après, il y a des sujets que nous, l'équipe, on pousse parce qu'il y a un sujet modernisation, technicité. Voilà, nous, on a un fort legacy on-prem qui existe depuis plus de 10 ans, qu'il faut moderniser, donc il faut qu'on pousse aussi ces sujets tech. Mais on a de la chance que même au niveau du COMEX, on est soutenu sur cette partie modernisation, ils en sont conscients. Parce qu'aujourd'hui, on a une phase de run une part de run qui est assez importante du fait du legacy, sur lequel on a continué d'empiler des briques parce que le métier s'est complexifié, on a de plus en plus de volumétrie. Donc voilà, ils sont conscients qu'il y a les enjeux business, il y a cette part de dette technique, on va dire, qu'il faut aussi prendre en compte. Et sur les deux volets, en tout cas, il y a un fort sponsorship. Donc sur ça, on est assez chanceux, on nous donne les moyens. On l'a vu aussi sur le fait que l'équipe a grossi très vite, on a pas mal de moyens qui sont mis sur la data et qui continuent de grossir d'année en année. Donc ça, c'est appréciable. Voilà, on est soutenu sur les deux volets et ça, c'est top. On a vraiment possibilité de mettre en place des choses. C'est top, donc on entend que finalement c'est vous qui poussez les idées, on vous donne les moyens de les voilà, ouais. Avec un vrai sponsorship par métier. Complètement. Nous, on pousse en tout cas la partie technique sur notre vision et il y a une vraie discussion très régulière sur la vision métier et les projets métiers. Ça, oui. D'accord. Et chez toi? Alors nous, le CODIR est assez fan de la data. Ils avaient quand même conscience qu'on avait énormément de données à disposition qu'on n'exploitait pas forcément. J'ai envie de dire, d'un point de vue technique, on nous suit quand on dit il faut réorganiser, il faut restructurer, il faut qu'on fasse appel à un architecte, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Après, d'un point de vue métier, on est beaucoup dans le coworking avec les métiers, mais c'est vrai que, on en discutait tout à l'heure, il y a une espèce une difficulté, ça je pense que c'est vrai, quel que soit le secteur, à partager sa donnée. C'est-à-dire que le commercial, il préfère avoir son petit fichier Excel, ses petites analyses comme ça, il est sûr qu'on ne pique pas. Et ça, c'est vrai que c'est difficile de dire aux gens,
ou alors l'espèce de côté, j'ai pas confiance. C'est moi qui fais les chiffres, je suis sûre qu'ils sont bons. Donc c'est un travail qu'on fait où en fait, régulièrement, pendant un moment, on dit aux gens, ok, on te fait le tableau Power BI, et puis continue tes chiffres pendant 1 ou 2 mois. De toute façon, nous, comme ça valide aussi ce qu'on a fait. Et puis, comme ça, on échange, on discute, et au bout d'un certain temps, on dit, bon, bah là, stop, on arrête de... Parce que ça prend... Enfin, tu parles du run, mais effectivement, ça prend énormément de temps quand un utilisateur te dit, non, mais là, j'ai pas le même chiffre. Et il faut aller creuser pour dire, mais pourquoi t'as pas le même chiffre? Bah oui, parce qu'en fait, on a compté des clients, nous, puis toi, tu as compté des licences ou des utilisateurs. Et donc, à la fin, tu as perdu une demi-journée à chercher une info qui n'a pas de sens. Donc, je pense qu'il y a un moment où il faut effectivement travailler conjointement et se dire, ok, ce laps de temps, on est dans la data quality, on valide qu'on a bien les bonnes données, qu'on a tous un chat. Et puis à un moment, il faut stopper le truc, sinon ça s'en bien. Claire, et du coup, alors je voulais rebondir un petit peu sur ces sujets. À partir du moment où vous avez commencé à travailler sur la donnée, vous commencez à sensibiliser les métiers, la demande a forcément augmenté, donc j'imagine que vous êtes de plus en plus sollicité. Comment vous gérez à la fois la dette technique et la dette fonctionnelle, et puis comment vous arrivez à absorber ces demandes et à cadencer la réponse qui est faite au métier? Isabelle, peut-être. Alors, on est au début, mais. Ouais, bon, moi, je suis au début sur certains domaines. L'idée, c'est de coller en fait, la stratégie data avec la stratégie d'entreprise. Donc, s'il y a des priorités à faire, il me semble clair qu'il faut qu'on suive la stratégie d'entreprise et puis normalement, ça doit nous donner quand même une direction. Pour l'instant, ça dépend non, mais vraiment, ça dépend des domaines et des sujets. Nous, on a longtemps privilégié les projets business. Forcément, on avait un budget et c'était toujours les projets business qui passaient en premier. Le problème avec ça, c'est qu'on accumule de la dette technique, qu'on reporte d'année en année, jusqu'à un moment où le run prend trop de place, on n'arrive plus à délivrer des projets parce qu'on n'a plus la puissance nécessaire, la volumétrie, et c'est là où finalement les métiers prennent conscience qu'il faut moderniser et qu'il faut attribuer une part du budget à des projets purement techniques qui n'ont pas de valeur business à un instant T, mais qui vont en donner d'ici 2 ou 3 ans. Donc là, on en est à ce stade où on a commencé depuis l'année dernière une grosse vague de modernisation, parce qu'on a pris conscience qu'on ne pouvait plus juste faire passer les projets business, parce qu'au bout d'un moment, on n'a plus les moyens de mettre en place ces projets business. Maintenant, ils ont compris qu'il y a une adéquation à avoir. Oui, il y a du budget qui ne part que dans les projets techniques, mais parce qu'on n'a plus le choix. Ça fait mis face au pied du mur. Exactement. Alors nous, justement, quand on a vu les autres se planter parce que ils étaient sur des vieux trucs où ils avaient tellement mis de rusting que quand ils appuyaient là, ça explosait là et qu'ils ne savaient pas pourquoi, et qu'on a été formé par Jérôme, on a toujours été hyper rigoureux, ce qui fait qu'on a un petit code de données hyper bien structuré, on a un wiki où on a tout référencé, tout est documenté, et c'est un truc sur lequel je suis plus pénible, on va dire. Je veux vraiment que tout soit structuré, c'est pas parce qu'un jour il y en a un qui est malade, ça plante, on ne sait pas ce qu'il faut faire, c'est pas lui qui aborde, ça c'est hors de question. Et puis on essaye de se bloquer un temps l'été sur la période calme pour justement se dire ok, quels sont nos projets techniques, qu'est-ce qui va arriver et qui va nous bloquer et qu'on doit anticiper pour éviter d'être vraiment étranglé par nos problématiques. C'est vrai que nous aussi on est submergé par le run et effectivement tu te lances, tu te dis mon Dieu, je vais avoir rien à faire, les gens ils vont pas adhérer, en fait tu es submergé de demandes parce que quand même s'ils aiment bien faire un petit fichier Excel, c'est quand même super pratique d'appuyer sur un bouton de matin et d'avoir tout qui arrive tout de suite. Alors justement, je vais revenir sur la connaissance, parce que pendant notre préparation, on a parlé de dictionnaire de données, de référentiel commun. Chez vous, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre justement pour garder cette connaissance commune? Là, chez TF1 en plus, vous avez beaucoup d'externes. Pour capitaliser sur ce que vous avez mis en œuvre, surtout pour avoir une connaissance partagée, qu'est-ce qui a été... Alors, je vais peut-être commencer par toi, Valérie, du coup. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Moi, quand je suis arrivée chez TF1, c'était en 2016, il n'y avait pas de doc. Il y avait, je suis arrivée, il y a un chef de projet sur le périmètre, et elle est où la doc? Elle est dans ma tête. Donc, j'ai appris sur le tas, je sais la difficulté que c'est, et du coup, quand j'ai repris l'équipe, j'ai mis un point d'honneur sur la doc à essayer de structurer quelque chose
Donc aujourd'hui, on est sur la suite Google, donc on a un Google Drive de l'équipe où à minima on a la doc projet pour l'équipe et on est en train de structurer la documentation avec pour le moment le partage avec le métier se fait via le Google Drive. On a un Confluence qui est en train de se mettre en place, une espèce de wiki également pour avoir de la documentation. Donc on va dire on commence à bien se structurer, c'est perfectible encore, mais on est bien mieux qu'il y a 3-4 ans où on n'avait rien du tout. Donc voilà, on y travaille, mais il y a déjà quelque chose. Vous avez initié, après quand on parle de dictionnaire des données, c'est l'étape ultime, c'est pareil, on n'y est pas du tout encore, c'est vraiment côté métier, ça ils nous l'ont dit plusieurs fois, et on profite justement de notre modernisation, parce qu'on refait pas mal de nos data marts pour mettre en place, c'est l'objectif, un dictionnaire de données. Il faut que, c'est une discussion avec le métier pour voir aussi leurs attentes, qu'est-ce qu'ils attendent de ce dictionnaire de données, qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui, et c'est clairement l'ambition pour l'année prochaine, un projet, le dictionnaire de données qui va avec. Parce que c'est compliqué de faire un dictionnaire de données aussi sur un legacy qui a vécu pendant 10 ans que plus personne ne maîtrise. Donc c'est mieux de partir de zéro. Clairement, c'est plus simple. C'est plus simple. Isabelle, si tu veux partager, toi, peut-être ta vision. Alors moi, ça rejoint ce que je disais au début, on peut prendre les raccourcis et puis voir ce que les autres ont fait. Donc effectivement, je vois pas mal d'entreprises là qui sont en train de réfléchir à la mise en place d'un catalogue de données. Donc nous, de notre côté, on est en train de réfléchir à partir directement avec un catalogue de données. Donc on est en train de regarder les différentes solutions. Après, c'est pas évident parce qu'en tant que ETI, il y a des solutions, voilà, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment bien adapté pour nous ou est-ce que c'est pas un truc vraiment pour des grands riches? Il y a quand même des solutions qui coûtent quand même cher. Donc, quelle est la valeur? Qu'est-ce que ça peut vraiment nous apporter par rapport à ça? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on parte comme les autres entreprises avaient fait au début avec un outil, avec des choses plus simples? C'est vraiment un sujet, ouais. Nous, de notre côté, juste pour vous donner une idée, je trouve un bon exemple de l'importance typiquement du code de données. Aujourd'hui, on va avoir une centaine de rapports Power BI avec entre 10 et 30 onglets par rapport, donc avec énormément de données. Et un jour, je me suis dit, mais mince, ce truc-là, où est-ce qu'on l'a mis? Et je me suis dit, si moi je me pose la question, c'est une catastrophe. Et je me suis dit, effectivement, à un moment, tu as énormément de données hyper intéressantes, mais tu en as énormément. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que je me suis dit, bon, ok, on a un petit peu de données. Donc, dedans, on a soit les champs pour dire, voilà, ça vient de telle table, etc. On a aussi notifié toutes nos formules pour autrement dire, voilà, comme ça, comment on avait calculé, pour plus poser ces questions-là. Mais ça nous a permis, comme on a mis des descriptions à chaque fois, de mettre un petit moteur de recherche. Et donc, les utilisateurs, quand ils veulent trouver où sont les rapports qui parlent des prospects, moi, je suis chef de produit gestion commerciale, je veux trouver tout ce qui traite de la gestion commerciale. Je tape dans mon petit moteur de recherche et hop, ça me propose tous les rapports Power BI qui traitent du sujet qui m'intéresse. Après, je clique, soit j'ai les droits et ça m'ouvre, soit ça demande des droits. Et souvent, on a des demandes de droits sur le rapport du CODIR et on explique aux gens que non, ils ne pourront pas les. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est important parce que, effectivement, moi j'ai eu la chance de partir de zéro et si tu ne le fais pas au fur et à mesure, c'est la catastrophe. Tu ne peux pas après te dire je reprends tout. Nous, on a pris du retard parce qu'on a eu des surcharges de travail. Et bien, effectivement, on repart au moment où on dit ok, on refait notre architecture. Bon, ok, ce rapport-là, on le prend, on refait tout bien. Mais c'est des choses, une fois que tu les as faites, l'utilisateur, il te sollicite pas pour savoir où sont les choses. Tu as un gain de temps à terme qui est hyper appréciable. Alors, merci pour ces compléments d'information. Je vais revenir sur une question qu'on a déjà plus ou moins abordée, c'est l'équilibre entre les métiers et l'IT. On parle souvent de self-service BI, qui est un peu le Graal pour certains, pour d'autres c'est juste de l'anarchie assurée. C'est quoi votre avis sur le sujet? Alors déjà, self-service BI, pour peut-être une définition que vous pourriez donner, et puis comme ça, après, de partager votre vision du sujet. Voilà. Alors, la définition Tu donnes la tienne. Pour moi, la self-service BI, c'est de permettre aux métiers d'exploiter, de cruncher la donnée eux-mêmes, en fait, au-delà des tableaux de bord qu'on leur met à disposition. Et du coup, Saint Graal ou anarchie, je dirais que c'est un peu les deux. Je dirais que c'est une très bonne chose parce que du coup, ça décharge un peu l'équipe. Forcément, il y a tellement de demandes
divers et variés, différents interlocuteurs, que s'ils ont les moyens d'aller chercher une donnée qui est structurée, validée par nous, c'est très bien, clairement. Après, voilà, il faut un minimum encadrer quand même comment quels moyens on leur met à disposition, qu'est-ce qu'ils font dans leur coin. Il faut avoir un minimum un œil sur ce qu'ils font. Mais je pense que c'est une très bonne chose. Nous, c'est la voie qu'on a toujours eue sur Business Object à l'époque. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, il y a 500 utilisateurs donc, qui font leur rapport eux-mêmes parce qu'on leur met à disposition un environnement qui est certifié. Ils ne peuvent pas trop faire de bêtises et sortir des chiffres incohérents. Là, on est en train de déployer Power BI à grande échelle. Et pareil, c'est de leur mettre à disposition des rapports parce qu'on aura toujours des métiers qu'on appelle presse-boutons qui ont envie d'avoir leur tableau de bord et pas aller plus loin, mais ceux aussi qui veulent exploiter les datasets pour faire leur tableau de bord. Et je trouve ça bien parce que d'une part, ça a une acculturation data qui se propage et ça décharge aussi l'équipe parce qu'on ne pourra pas traiter les 300 demandes des tableaux de bord qui vont nous arriver. Donc c'est un bon moyen de traiter plus. Oui, complètement. Alors nous, on n'est pas parti dans cette direction-là, puisqu'il y a eu aussi à la base le souhait de monter le pôle data pour justement éviter que les métiers passent leur journée à faire des tableaux de bord. Donc quelque part, on est plutôt parti dans l'idée de mettre à disposition des rapports avec énormément de filtres, ce qui fait qu'en fait le rapport reste générique, mais chacun est personnalisé à sa façon. Mais comme ça, on garantit en fait la véracité de la donnée, l'unicité de la donnée, enfin tout le monde accède à la même chose. Après, effectivement, on commence à avoir les contraintes dont tu parles, de se dire on est un peu submergé par les demandes dans tous les sens et comment on gère ça. Donc nous, c'est vrai qu'on a laissé quelques endroits où les utilisateurs peuvent taper des choses spécifiques pour customiser un peu plus des rapports, mais pour l'instant, c'est vrai que ça reste très centralisé chez nous. Parce que c'est lié à la genèse en fait, du projet aussi. Moi je dirais que la mise en place de la gouvernance de la donnée chez Axon, c'est lié en fait avec l'idée d'avoir du self-service design. C'est un peu l'objectif. Je pense pas que 100% des salariés vont faire de la BI. Donc là en ce moment on est en train de voir les personnes qui en fait font déjà de la BI dans la maison, essayer de recenser ceux qui ont déjà commencé à en faire. Et puis, mettre en place des programmes de formation avec niveau 1, niveau 2, etc. Et comme en parallèle, on essaie de structurer la donnée pour que les gens puissent se servir de données fiables, qu'ils puissent faire leur BI à partir de ces données-là aussi. Alors, merci pour la manière dont tu as fait la transition, parce que tu as anticipé la question qui arrivait juste après. Tu regardes mes fiches, c'est ça. Parce que justement, on posait la question sur la culturation des métiers et s'ils sont en capacité ou pas d'appréhender ces sujets d'exploitation des données, de créer eux-mêmes leur propre tableau de bord. Comment vous arrivez à identifier les métiers? Est-ce que vous avez une approche technique ou est-ce que c'est purement du feeling? C'est quoi votre approche pour détecter les métiers qui vont vraiment être en capacité d'être autonomes, d'autres qui vont devoir être servis, et puis peut-être de définir vous-même des règles de fonctionnement du pôle data? Je ne dirais pas que c'est par métier. Là, franchement, nous, on est plutôt partie individu. On a des personnes qui ont une forte appétence en fait, sur ces outils-là ou qui avaient déjà développé des choses avec d'autres outils que ceux qu'on veut mettre en place. Donc, pour l'instant, quand on démarre, on part plutôt de ça, de ces personnes un peu comme des champions qu'on va former, qu'on a envie de les mettre dans un système de bonnes pratiques, monter une communauté de users. Et voilà, après, on va embarquer petit à petit, en montrant les succès, en montrant comment ça marche, et puis en formant les gens. Nous, c'est un peu pareil, c'est par service, je dirais, des utilisateurs qui ont manifesté vraiment. Enfin, on a eu une appétence pour la data, qui étaient des super utilisateurs Excel, donc à partir de là, déjà ça pose une base, mais qui ont manifesté leur volonté de pouvoir utiliser eux-mêmes la donnée. Donc ça, on a typiquement le contrôle de gestion, le revenu management, et à contrario, les services comme les commerciaux, ce sont plus des gens qui préfèrent avoir quelque chose de déjà fait et qui
qui leur affiche la donnée telle qu'ils l'ont imaginée. Donc c'est vraiment, je dirais, suivant les services. Mais c'est souvent les gens qui viennent nous voir en disant comment est-ce que je peux exploiter la donnée. Voilà. Donc c'est plutôt ceux qui sont appétents, qui sont curieux, qui vont aller chercher, voire même qui ont commencé à mettre un peu les mains dedans. Exactement, c'est vraiment très disparate suivant les services et souvent on les identifie très vite. Un petit peu pareil, sachant que nous, malgré tout, on reste très dans la mise à dispo de rapports préfabriqués, mais qui sont quand même fortement personnalisables. On a quand même un secteur où on a une équipe au niveau de l'assistance téléphonique qui a géré de la téléphonie. Donc pour ceux qui connaissent, c'est des sujets quand même très complexes. Et donc ces gens-là, on a une relation différente avec eux où on leur donne accès à des jeux de données et ils ont toute l'autonomie pour croiser les données comme ils le veulent. Donc nous, on pousse juste de la donnée, on va dire comme je disais, certifiée. Et derrière, ils font leur jointure, ils font leur rapport, etc. Parce que c'est quand même des gens qui sont câblés statistiques, qui maîtrisent le sujet. Mais les autres utilisateurs sont plutôt, une fois qu'on a réussi à montrer que nos données sont fiables, ils sont plutôt ravis que tout soit primagé. Alors justement, on parle de données fiables et là ce sera mon avant-dernière question, parce que je sais qu'avec le risque qui commence à dire rien plus fait, il y aller un moment. On parle de la qualité des données et justement moi j'aimerais connaître un peu déjà les difficultés que vous rencontrez autour de ces sujets de qualité des données et peut-être que vous partagez aussi les bonnes pratiques que vous avez mises en œuvre et les tips que vous pourriez partager avec l'audience sur ce suivi de la qualité des données. Isabelle, je laisse réfléchir. Moi, j'y vais cette fois. Alors, qualité des données, effectivement, alors il y a plusieurs sujets. Il y a déjà, est-ce que la donnée vient de l'interne et est-ce que j'ai la main pour inculturer le producteur de la donnée en lui disant il ne faut pas tout mélanger dans un même champ parce que sinon c'est impossible à exploiter. Ce que j'ai en rigolant, aujourd'hui, là, dans le même tiroir, tu m'as mis des sardines, des chaussettes. Et de la peinture, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire de tout ça. Donc, et puis il y a le cas où en fait la donnée vient de l'externe et où là les gens à l'extérieur ils organisent leurs données comme ils ont envie et puis voilà, charge à toi d'arriver à récupérer. Donc voilà, il y a ces deux phases. Le côté acculturation, une fois que les gens alors nous on n'a pas trop de sujets parce qu'on est quand même une entreprise avec beaucoup de développeurs qui comprennent toutes ces notions. Donc évidemment, il faut acculturer quand c'est de la donnée en interne, quand c'est de la donnée en externe. La solution qu'on a trouvée, c'est de recréer des espèces de tables de correspondance où on va se dire, ok, telle info, elle correspond à telle info, elle s'écrit comme ça dans telle source, comme ça dans telle source, comme ça dans telle source, et comme ça on arrive un peu à reclasser nos petits corps. Chez nous, c'est un vrai enjeu. On a sur la qualité des données, on a une rigueur sur tout ce qui est phase de recettes avec les métiers pour qu'ils valident les données, les développements qu'on met en place. On a toujours été rigoureux de ce côté-là. On n'a jamais eu de problème vraiment sur la qualité de nos développements et ce qu'on met en place parce qu'on a un point d'honneur à ce que ce soit validé, bien recetté par les métiers. Après, il y a, comme tu disais, les données sources sur lesquelles on n'a pas la main. Et une mauvaise valeur qui est saisie par quelqu'un ou un champ qui change sans nom prévenir. Ça en est constamment. On a beau exister depuis longtemps, les PO changent en face et de leur dire pensez à nous quand vous faites des modifications, il y a la BI derrière, on restitue la donnée. Et c'est vrai que côté métier, finalement, c'est nous qui sommes la vitrine de ce qui est saisi en amont. C'est toute la complexité de dire c'est pas de notre faute, la donnée a été saisie, elle est fausse ici ou là. Et ils ne le comprennent pas forcément. Donc c'est comment on travaille ensemble à éviter, justement à prévenir plutôt que guérir sur cette partie-là. Ça c'est toute la problématique qu'on a aujourd'hui. Et justement dans notre phase de modernisation, on met en place dans les différents sprints une partie data quality à mettre en place des dashboards de suivi de la qualité de la donnée des logiciels amont jusqu'à la BI. Vraiment voir de la donnée brute après transformation, on a le même chiffre et ça on essaie de le mettre en place, vraiment des tableaux de bord qualité des données, mettre en place des outils qui vont alerter lorsqu'une donnée n'est pas normale avec des règles de gestion qu'on a mis en place avec le métier. On travaille et on est très challengé de plus en plus avec l'accroissement de la volumétrie. Voilà. C'est un vrai enjeu.
Chez nous, c'est quand même pas à ce niveau-là. Disons que, bon, je pense que vraiment ça dépend des systèmes. Il y a des systèmes d'information, je n'ai pas de doute en fait, sur la qualité. Par contre, on a des sujets où il y a effectivement des données qui doivent venir de saisie. Et il y a eu un choix qui a été fait historiquement dans certains outils de laisser le champ libre en fait, aux personnes qui doivent remplir pour justement en disant si on met des contraintes, ils ne vont pas bien remplir, etc. Du coup, là on commence à ouvrir le capot, là, sous le capot, et puis à se rendre compte que c'est pas gagné en fait, d'un outil à l'autre. Les données, elles ne veulent pas dire la même chose. Donc, quand c'est des master data, on pleure. Donc voilà, je pense qu'on va rentrer dans une phase de tableau de correspondance et des choses comme ça, comme ce que tu mentionnes. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, une gouvernance qui marche bien, il faut être dictatorial pour organiser l'anarchisme. J'aimerais vous poser une dernière petite question, mais là c'est plus en forme de conseil. Une entreprise qui souhaite se lancer dans la structuration de sa gouvernance des données et puis le montage de son pool data, quels seraient un ou deux conseils que vous aimeriez leur donner? Moi, ça va être simple de bien structurer dès le début, parce qu'une fois qu'on a grossi et qu'on a une grosse volumétrie, c'est de plus en plus compliqué. Après, faites-le bien dès le début. Comme tu as déjà dit ça, moi ce que je vous dirais, c'est de travailler vraiment étroitement avec le métier. Parce que si on peint les plus beaux tableaux du monde et qu'on met derrière le frigo, personne ne le verra jamais. Moi, c'est ce que je dis à mon équipe. Je dis, vous pouvez me faire les tableaux qui marchent le mieux, qui donnent des vrais chiffres. Mais si ces chiffres les intéressent personne, pour moi, c'est comme si on avait des chiffres qui étaient faux. Vraiment, comprenez les métiers, mettez-vous dans la peau des métiers, voyez avec eux ce qui les intéresse, parce que sinon, tout sera mis à la poubelle et c'est hyper frustrant. Moi, je dirais aller voir ce qui se passe ailleurs et ce qu'ont déjà inventé les autres. Des vraies tables rondes. Voilà, les tables rondes, ça doit accompagner. Voilà, avec le TIF, c'est ce qu'on dit régulièrement. Si on va clairement pas du métier du digital, donc du coup, de mettre en place ce genre de choses, c'est des métiers, des sujets qui sont nouveaux. Donc, il faut pas en avoir peur. Et puis, il faut se lancer. Merci beaucoup à toutes les trois pour vos messages d'espoir, pour tes belles images, Véronique. J'adore les images que tu donnes à chaque fois que tu projettes. En tout cas, merci, c'était très riche. On apprécie toujours de faire parler nos clients et partenaires autour de ces tables rondes. Donc, merci beaucoup à toutes les trois. En quelques minutes. pour insister sur quelques points qui sont importants pour toutes les entreprises qui ont de la data, et si vous êtes ici, a priori c'est que vous avez des data ou un intérêt pour les données. J'ai noté dans les différents sujets, alors peut-être le premier sujet c'est l'acculturation. Vous avez besoin d'avoir un COMEX acculturé et des utilisateurs acculturés qui ont des besoins. Peut-être qu'il faut développer les besoins, développer la sensibilité, que ce soit en haut ou en bas, mais vous ne ferez pas de data si vous n'avez pas le haut et le bas qui vous attendent. Le deuxième sujet, vous avez vu, on a parlé d'organisation et de profil. Il y a des organisations diverses. Il n'y a pas qu'une seule façon d'organiser la data dans les entreprises. Il n'y a pas un modèle qui fonctionne. Il y a plein de modèles qui fonctionnent plutôt. Ce qui est important par contre, c'est que vous ayez des profils technico-fonctionnels ou fonctionnello-techniques, et non un data engineer ne va pas faire que de la technique sans réfléchir aux données, et non un data analyst ne peut pas faire des rapports sans comprendre le SQL et les données sous-jacentes. Donc c'est vraiment un mix des deux. Il faut être proche des métiers, tu l'as dit, être dans la peau des métiers. C'est important, voilà, c'est un élément crucial pour la réussite d'une équipe data. Le troisième sujet que j'ai noté, c'est le self-service BI. Le self-service BI, alors c'est la promesse, rendre les métiers autonomes pour faire toutes leurs analyses, cruncher la data sans besoin de personne. C'est génial et c'est l'anarchie. Et c'est toujours l'anarchie. Voilà, le seul moyen de l'éviter, c'est de mettre sous contrôle dans un cadre très restreint, ouvert à une partie des métiers. Et vous l'avez compris, on peut même faire du self-service BI sans self-service BI, c'est-à-dire en donnant un rapport préformaté, mais suffisamment flexible pour que l'utilisateur soit agile pour filtrer ce qu'il veut, passer d'une page à l'autre sur le même périmètre d'analyse, aller du niveau de synthèse au niveau de détail, exporter ce qu'il veut, tout ça sans qu'il ait la capacité à faire un rapport. Donc
on peut contraindre, on peut adapter aux différents métiers le niveau d'autonomie qu'on leur donne. C'est pas fait pour tout le monde, le self-service. C'est génial, ça fait rêver, mais c'est pas pour tout le monde. Et si on le fait, c'est sous forte contrainte. Et dans les contraintes, vous avez cité pas mal de choses. Alors, la sécurité. Pour permettre le partage de données, il faut assurer une sécurisation d'ensemble. Donc c'est la sécurité by design. Et c'est aussi un certain nombre d'engagements sur voilà, les gens qui sont propriétaires des données doivent savoir qui peut les utiliser, dans quel contexte, pour quel type de traitement. Donc la sécurité, ça s'organise, il n'y a pas de grosses difficultés, ça se gère, il y a des choses possibles, des choses pas possibles. La documentation, très très important, et vous l'avez noté, bien structuré dès le début. Je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est vraiment important. Voilà, penser qu'on peut redocumenter a posteriori. Quand on a des indicateurs divergents qui ont le même nom dans un grand nombre de data marts, c'est juste pas possible parce qu'il faut casser. Voilà, donc structurer dès le début, la documentation très importante, le partage de connaissances, vous avez dit qu'il y a pas mal. Vous avez envie d'avoir des internes, ce qui est logique parce que c'est des sujets stratégiques. Parfois, il y a quand même besoin d'externes. Les internes ont parfois moins tendance à documenter, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans un certain nombre d'entreprises. Vous pouvez exiger ça des externes, il y a aussi des bonnes pratiques des externes à imposer en interne. Si vous faites intervenir des externes, il faut capitaliser sur la compétence. C'est important parce que sinon vous devenez dépendant. Voilà, donc ça c'est la documentation. La qualité des données, vous avez abordé plusieurs sujets. En fait, c'est une composante, c'est un faisceau de solutions, la qualité des données, ça s'organise. Si on prend le sujet de par les enjeux, les objectifs, on peut décliner des solutions. Et ce qui peut paraître titanesque comme qualité des données, en fait, est un ensemble de bonnes pratiques assez facile à mettre en avant. Je suis peut-être un peu... voilà, mais enfin, franchement, sérieusement, on peut garantir le bon niveau de qualité sur les sujets importants, pas sur 100% du périmètre, mais avec des méthodes, somme toute, assez simples. Et enfin, je terminerai par un sujet que vous n'avez pas forcément abordé, mais qui nous intéresse. Quid des internes ou des externes? Ces sujets, pouvoir exploiter les données d'entreprise pour répondre aux enjeux du COMEX, c'est important d'avoir la capacité à le faire avec des internes. Voilà. Je prêche contre la paroisse. Mais il y a un autre élément aussi, c'est que vous avez compris que vous avez besoin, dès le début, de bien structurer un certain nombre de choses. Et du coup, on ne peut pas seulement apprendre en marchant, c'est important d'apprendre en marchant, mais vous avez besoin aussi d'un certain nombre de bonnes pratiques. Et c'est là où des cabinets comme DataShooting peuvent vous aider. Sur ce, je vous souhaite un bon repas.